qu'il faut savoir, c'est que la caractéristique de la Macronie, et Madame Parly, c'est une haute dirigeante de cette Macronie, avec Le Drian et Macron lui-même, c'est un mélange d'arrogance. Il y a un fameux livre, c'est l'arrogance française, où on explique comment la France a une prétention géopolitique et politique dont elle n'a plus les moyens. La France a été une superpuissance, ça s'est arrêté à Waterloo le 18 juin 1815. La France ensuite a été une grande puissance, ça s'est arrêté en mai 1940 lorsque l'armée française a détalé devant la Wehrmacht allemande. Et aujourd'hui, la France joue à la grande puissance, elle est une puissance secondaire. Madame Parly, en plus de l'arrogance, elle a fait preuve d'hypocrisie et de mensonge. La première chose, elle dit qu'elle ne soutient pas des militaires qui font des coups d'État. C'est normal, c'est la France elle-même qui organise les coups d'État. Rappelons quand même que le Mali, c'est le coup d'État du général Traoré qui a renversé Modibo Keïta et que les Français d'ailleurs ont sorti de la naphtaline politique pour essayer de torpiller les militaires aujourd'hui. Média mensonge, Madame Parly a au moins menti sur 3 choses. La première chose, l'histoire que les militaires voulaient une transition de 3 ans, c'est un média mensonge, une fake news. Nous avons consacré une émission complète la semaine passée là-dessus. C'est une invention de RFI et de l'AFP, c'est-à-dire des 2 des plus grands médias gouvernementaux français. La durée de la transition n'a pas été définie. Elle fait partie de ce que les militaires entendent discuter avec les partis politiques et la société civile. Madame Parly, elle parle de la guerre au terrorisme. Elle oublie que ce terrorisme, avant que la France de Sarkozy n'aille détruire la Jamaïria libyenne, il était contenu dans des groupuscules qui étaient au milieu du Sahara. La crise malienne, elle a été faite par les généraux français de l'OTAN et les généraux américains de l'AFRICOM. Ça fait maintenant 9 ans que les Français sont au Mali. C'est une catastrophe. La guerre du Sahel contre le terrorisme, elle a été perdue par la France. C'est pas Luc Michel qui le dit. C'est par exemple Marc-Antoine Pérouse de Monclos. C'est un des plus grands géostratèges français. C'est Madame Michel Cotta, ancienne ministre de Mitterrand, il y a 5 jours, dans les colonnes du Point. C'est Le Monde Afrique, journal de Georges Soros et de Bill Gates. C'est enfin Le Figaro qui explique que la France est profondément déstabilisée. Actuellement, on parle de la lutte contre le terrorisme. L'armée malienne a repris, elle est en train d'annihiler des groupes terroristes, en particulier dans le Diptako Gourna. Si vous allez dans les réseaux sociaux, vous commencez à voir apparaître des photos, vous commencez à voir apparaître des analyses. C'est parce que la Russie, qui est déjà présente au Mali, fournit à l'armée malienne des images satellites, leur permet de frapper les cibles avec efficacité. Dernière chose de Madame Parly parle comme si elle était la garante constitutionnelle du Mali. Elle a exprimé un immense mensonge, c'est de dire qu'il n'y avait plus de sentiments français au Mali. La foule malienne, toute la semaine passée, les jeunes militants du M5, les jeunes militants d'Aminata Fofana, qui vous remet son salut et qui est aujourd'hui en ce moment, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous, elle est dans une réunion de femmes maliennes, ils expriment leur dégoût, leur rejet de la France. La haine de la France, elle s'exprime dans tout le Sahel, même dans des pays où elle ne devrait pas, où les Français sont présents. Il faut donc arrêter de raconter n'importe quoi. Macron, c'est une politique de théâtralité. Dernière hypocrisie de Madame Parly. Madame Parly, elle a l'air de parler de démocratie, de respect des élections et des constitutions. La France, au moment où je vous parle, elle est en train d'organiser un coup d'État constitutionnel au Bélarus. Elle est en train d'essayer par une révolution de couleur de renverser un président élu. Et elle entend un deuxième. Macron, en ce moment, vient d'atterrir à Beyrouth. Il essaye de renverser les institutions libanaises pour établir un régime pro-occidental sous prétexte de la misère, de la détresse du peuple libanais. C'est du chantage à la détresse en raison de ce qui est arrivé
l'explosion qui a détruit en grande partie Beyrouth. C'est cela la France. Il faut arrêter de voir la politique africaine dans les desiderata de gens comme Macron, comme Parly, comme Le Drian. S'ils ont démontré largement qu'ils étaient nuisibles, ils ne sont pas en Afrique pour aider les Africains, ils sont en Afrique pour leurs intérêts particuliers. Michel, on vous retrouve dans quelques instants, je le disais tantôt. Merci exactement pour cette analyse qui nous élargit davantage sur les enjeux géopolitiques de cette crise politique du côté du Mali et sur la sortie de la ministre des Armées françaises dimanche dernier qui exige une transition rapide. Transition vers un pouvoir civil au Mali après donc ce putsch du 18 août dernier. L'avertissement de la France ne profiterait à qui en réalité, Luc Michel, puisque je le mentionnais tout à l'heure lorsque je vous adressais la première interrogation, lorsque Madame Parly nous dit que cette transition, si elle n'est pas observée d'ici quelques mois, elle pourrait, ce maintien du pouvoir militaire pourrait être bénéfique aux terroristes qui sévissent dans le pays. Pourtant, les militaires à la tête du pouvoir au Mali à l'heure actuelle ne menacent pas la présence des forces Barkhane, encore moins de la communauté, celle de la communauté internationale, notamment la MINUSMA et d'autres forces maliennes ou africaines qui sont également dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme, notamment dans la région du nord malienne. Pourtant, Madame Parly insiste là-dessus. De quoi est-il exactement question? Quel est l'enjeu d'une telle déclaration de la ministre des Armées françaises, Luc Michel? Il y a deux prétextes à l'ingérence occidentale en Afrique. C'est la soi-disant lutte contre le terrorisme et c'est la piraterie. La piraterie qui permet de s'ingérer dans les espaces maritimes. Il faut savoir, je vous parlais de la Jamaïria au début, le terrorisme, il est postérieur chaque fois aux interventions occidentales. Il ne les précède pas. C'est le grand prétexte pour intervenir, pour agir. La France, évidemment, avec ses domestiques, moi j'hésite pas à le dire, de la CEDEAO, des présidents comme Ouattara, elle menace de sanctions, elle menace les militaires, elle menace de déstabilisation. La grande menace, je vais vous dire, et ça va faire hurler de rire nos téléspectateurs, c'est que si les militaires ne s'alignaient pas, Barkhane s'en irait et les Français et les Européens cesseraient soi-disant d'aider les Africains contre le terrorisme. C'est ce que réclament précisément les masses maliennes. Mais on va parler franchement. On va parler, vous savez que mon domaine c'est la géopolitique. Les Français nous vantent ce qu'on appelle un scénario géopolitique, médiatique, un storytelling. C'est pas la réalité. L'opposition au Sahel, l'opposition au Mali, en Centrafrique et dans d'autres pays maintenant, ce n'est pas l'opposition entre Paris, les Africains et les djihadistes, c'est l'opposition entre Paris et les Occidentaux et de l'autre côté la Russie. Ce qui est en jeu ici, c'est l'arrivée de la Russie en Afrique et les ambitions géopolitiques de la Russie en Centrafrique, au Mali, etc. C'est-à-dire que la Russie entend organiser un partenariat gagnant-gagnant, restaurer les États et les armées africaines et arracher l'Afrique des mains occidentales. C'est ça la confrontation géopolitique qui est en route. Actuellement, la France de M. Macron, elle est, pour des raisons qui sont liées aux fractures actuelles, aux crises du bloc occidental et aux grands problèmes qu'ont M. Macron et M. Trump, la France actuellement, elle est en pleine crise de russophobie. Je vous expliquais, elle est en action au Bélarus. Le Bélarus, c'est le glacis militaire, l'allié militaire de la Russie de Poutine. La France est en action pour arracher le Bélarus des mains de la Russie. La Russie, elle est en action en Russie même. C'est l'affaire Navalny, cet opposant bidon qui, soi-disant, aurait été empoisonné. On voit pas l'intérêt de Poutine, évidemment, là-dedans. Et la France est là-dedans. Au Liban, la France est là contre les alliés de la Russie, ce qu'on appelle l'axe de la résistance, l'Iran et la Syrie. Et vous devez savoir qu'il y a un jeu d'influence qui est quotidien entre la France et l'ambassadeur de Russie au Liban qui représente M. Poutine.
C'est ce qui est en train de se passer. Il y a 3 batailles. Il y a le Mali en plus. Le Mali, dans lequel évidemment les Français ne veulent pas voir les Russes s'installer. Et il y a encore un autre triade. C'est la situation préélectorale en Centrafrique. Il y a quelques mois, Jeune Afrique expliquait que le programme de la France en Centrafrique, c'était tout sauf Touadéra. Il va y avoir des élections présidentielles. Le président Touadéra, il n'a pas encore annoncé, mais sans doute va-t-il se représenter pour continuer son œuvre de restauration nationale. Eh bien, la France est en train de démultiplier le sabotage des accords de pacification et réintroduit dans le jeu politique centrafricain d'anciens présidents qui annoncent leur candidature de façon à nuire à Touadéra. Il y avait déjà M. Bozizé. M. Bozizé, c'était la marionnette de Paris. Il y a maintenant Mme Samba Panza, celle qui a raté la transition au Mali, qui a raté la pacification et le désarmement, qui a précipité la destruction de l'État malien. Elle a annoncé qu'elle serait candidate. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a des chefs autonomistes. Il y a Karim Mekassoua, qui est la grande ombre de Paris sur la Centrafrique. Donc, que nous regardions la Biélorussie, la Russie, le Liban, le Mali, la Centrafrique, ça fait déjà 5 fronts de la confrontation de Paris contre Moscou. C'est ça le véritable challenge géopolitique qui se passe actuellement, pas seulement en Afrique d'ailleurs, mais en Europe centrale, en Méditerranée et en Afrique noire. On retrouve dans quelques instants, une fois de plus, en complicité avec la réalisation. On repart en images une nouvelle fois avec 2 extraits qu'on va vous présenter ou proposer consécutivement. On va tout d'abord prendre celui de la manifestation des Maliens dans les rues qui demandent pourtant le départ de la France. La France, même après le départ de Ibrahim Boubacar Keïta, l'ex-président du Mali, voudrait absolument rester présente, notamment dans le volet sécuritaire et politique au Mali. Monsieur Macron, président de la République française, président de la République française, je m'en vais vous dire que vous avez dilué vos propos, vous avez fait cas de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays. Nous vous demandons de continuer à comprendre que le Mali appartient aux Maliens, la France appartient aux Français, le Mali a besoin de coopération. Le Mali n'a pas besoin de néocolonisation. Alors, comme il a mis un peu d'eau dans son vin, je continuerai à le dire, de respecter, de continuer sur cette voie-là. Parce que il n'y a pas eu de coup d'État au Mali depuis de longue date. En 1991, il n'y a pas eu de coup d'État. En 2012, il n'y a pas eu de coup d'État. En 2020, il n'y a pas eu de coup d'État. Tout ce qu'il y a eu comme soulèvement en République du Mali, après 1968, a été des soulèvements d'une partie de la population opprimée, réprimée, qui s'est mise debout. Des manifestations contre la présence française sur le territoire malien qui durent depuis plusieurs mois. Vous le savez, ces manifestations avaient d'ailleurs créé une expression dite sentiment anti-français, amenant jusqu'au sommet de Barkhane à Pau, où le président français Emmanuel Macron avait appelé les chefs d'État de la coalition militaire du G5 Sahel à s'y rendre pour clarifier leur position sur la présence des troupes françaises de la force Barkhane dans cette partie du continent. On reste en image avec la complicité toujours celle de la réalisation. Il n'est pas question d'attendre 3 ans, l'a mentionné la ministre des Affaires des armées françaises dimanche dernier, tel que l'avait annoncé les militaires qui sont à la tête du Mali à l'heure actuelle. Mais écoutons plutôt la sortie de ce colonel à la tête de la junte. Le fait que
président Ibrahim Boubacar Keïta a dit à l'équipe de la CEDEAO qu'il a démissionné sans pression, que ça a même été un soulagement pour lui, qu'il est vraiment bien traité et qu'il ne veut plus jamais revenir au pouvoir, a fait changer un peu l'opinion de la communauté internationale et des pays par rapport à envisager ou pas son retour. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça paraît que nous devenons un acteur incontournable de la transition. Ce qui les intéresse maintenant, de savoir qui nous sommes, est-ce qu'on est sérieux, quels sont nos plans, quelles sont nos propositions, et eux-mêmes de proposer, de nous donner des conseils et des pistes pour nous aider. Je pense que ces contacts avec eux sont importants et constructifs. Au CNSP, qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous allez proposer au peuple malien comme chronogramme de la transition? À ce stade, on ne peut rien dire parce que, comme vous l'avez dit, les consultations ont commencé, il faut aller rapidement et ensemble, ce qu'on va décider, c'est ça qui va être proposé. Et c'est tout le monde qui est concerné pour donner son point de vue, des propositions, pour qu'on puisse arrêter quelque chose de façon commune et rapidement. Et ça va durer combien de temps ces consultations nationales? Ça va aller très très vite. C'est-à-dire très vite, une semaine? Si je dis une semaine, qu'on le fait à une semaine, 24 heures, j'aurais menti. Vous auriez proposé à la CEDEAO 2 ans de transition dirigée par un militaire? Vous savez, tout ce qui s'est dit dans le cadre des discussions n'est pas quelque chose de figé qu'il faut prendre comme pour de l'argent comptant. Comme je le disais, effectivement, il y a 3 ans on en a parlé, il y a 2 ans on en a parlé, mais ça c'était juste des échanges entre eux et nous. Par exemple, ils ont dit que leur compréhension de la transition, il faut un président de la transition qui va être un civil ou un militaire à la retraite, il faut un chef de gouvernement, un premier ministre, il faut un gouvernement et il faut aussi la durée. Dans l'architecture de la CEDEAO, c'est entre 6 mois et 9 mois et rare en tout cas moins d'1 an. Nous, on a dit, ok, on a compris, mais nous, on pense qu'au niveau du cas malien, on peut aller un peu plus au-delà de ça. Par exemple, et comme le mandat de l'ancien président, il avait débuté sur 5 ans, il a fait 2 ans, il reste 3 ans. On pense qu'éventuellement, ces 3 ans peuvent être à profit pour prendre en compte tous les aspects, ainsi de suite, voilà. Et on peut mettre en place un président qui peut être soit un militaire, soit un civil, rien n'est figé. Et le gouvernement va être composé de militaires et de civils. Donc, c'est ces échanges qu'on a eus. Et à notre grande surprise, ça a donné l'impression comme si on avait dit 3 ans, c'est décidé avec la CEDEAO et nous. Ça, c'est décidé avec la CEDEAO et nous. Alors que c'est juste des échanges. Et la décision finale, c'était les discussions qu'on allait avoir entre Maliens pour dégager quelque chose de façon définitive. Vous vous êtes fixé comme objectif, redresser le Mali. Cela nécessite combien de temps? Vous savez, cet objectif qu'on veut atteindre, il faut vraiment qu'on soit mesuré dans cet objectif-là. Il y a beaucoup de choses à faire au Mali. La crise est extrêmement profonde et c'est tous les domaines qui sont concernés. Et chaque fois que nous rencontrons les médicaux et une partie de la société civile, on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Donc ça veut dire que c'est ensemble qu'on peut dégager ensemble une feuille de route cohérente à court terme, moyen terme et long terme. Et voir dans ça où est-ce qu'on va mettre la transition. Et si la transition, il faut faire jusqu'au bout de la réforme, ou bien mettre en place les bases et continuer ainsi de suite. Mais ça va se discuter entre nous et on se comprendra. Voilà, merci encore à la réalisation pour tous ces extraits. Luc Michel, avant de prendre les téléspectateurs, je vous retrouve une nouvelle fois. Avec la sortie de ce colonel, on comprend très bien comment les militaires perçoivent ou entendent mener cette transition. Non pas comme le déclare la ministre française des armées. Je vous retrouve notamment sur ces différentes sorties de la population malienne contre la présence française. Vous le savez, on a traité de cette actualité sur ce sentiment dit anti-français au Mali qui un tout petit peu s'est propagé vers le Burkina Faso, ce qui avait amené le président Emmanuel Macron à appeler les présidents de la coalition du G5 Sahel. Les militaires prévoient mener des consultations nationales pour arriver à cette transition civile que demande la France aujourd'hui. Luc Michel, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment comme d'aucuns qui estiment que la France se sent écartée désormais de cette vie, de la situation politico-sécuritaire du Mali et voudrait revenir peut-être à tout prix? Je dois vous expliquer ce qui se passe réellement au Mali.
Les téléspectateurs doivent savoir, j'ai un regard extérieur qui est celui du géopoliticien, mais je suis aussi un homme engagé et je suis en ce moment engagé en contact quotidien, plusieurs fois par jour, avec les camarades nationalistes anti-impérialistes de Bamako. Il faut arrêter d'écouter les scénarios des journaux français. Vous lisiez Jeune Afrique ce matin, par exemple. Jeune Afrique vous explique qu'il y a un différend entre les civils et les militaires. C'est pas ça qui est en train de se passer. Il y a une course de vitesse entre les éléments anti-impérialistes qui veulent sauver leur révolution et la France qui fait flèche de tout bois avec ses alliés, CEDEAO, Union européenne, secrétaire général de l'ONU, etc., pour saboter la révolution malienne. Le conflit politique actuellement, c'est pas entre les jeunes officiers et les jeunes activistes. Le conflit, il est d'une part entre les éléments anti-impérialistes et d'autre part entre les éléments de la Centrafrique. Les éléments de la Centrafrique, il y en a au sein du M5 lui-même, il y a des vieux politiciens, il y en a au sein de certains éléments de l'armée, pas ceux qui ont renversé Ibeka, mais ceux que les Français essayent de mettre en route. Les Français réactifs, les hommes de la France-Afrique au Mali, il y a par exemple l'ancien dictateur, le général Moussa Traoré, pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est l'homme qui a renversé Modibo Keïta et qui a éliminé le panafricanisme au Mali. Il a fait une dictature au service de Paris. Il a reçu hier la visite des militaires qui ont pris son conseil. Les Français essayent de relancer dans le jeu avec d'autres généraux. Il y a également des éléments qui sont très proches de Barkhane que les Français essayent d'activer. Et le succès de la révolution malienne ou son échec qui pourrait arriver, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Si vous vous rappelez le Burkina Faso en 2015, la révolution a été trahie et récupérée par les officiers supérieurs Zida, le pro-américain, Diendéré, le pro-français. Ils ont récupéré le renversement de Blaise Compaoré et on n'a plus parlé de révolution burkinabé. C'est ce que les Français voudraient faire aujourd'hui au Mali. Tout le reste, c'est un grand cirque, notamment les accusations sur les militaires, putschistes, juntes, tout le vocabulaire, etc., mutinerie, c'est pour déstabiliser les militaires et leur nuire en Afrique. La France, elle a compris une chose, c'est que s'ils réussissent à isoler les révolutionnaires maliens, ceux-là vont échouer. Ils ont besoin tout d'abord de notre solidarité. Actuellement, il n'y a qu'Afrique Média, qui soutient le mouvement anti-impérialiste au Mali, qui lui permet de s'exprimer avec une audience énorme, je peux vous le dire, allez voir sur les réseaux sociaux. Nous sommes seuls. C'est pas la première fois que nous sommes seuls là-dessus. Nous nous battons contre la machine occidentale. Nous nous battons contre ces gens que Frantz Fanon appelait les esclaves de maison. Moi, je l'appelle les journalistes de maison. Toute cette fausse presse africaine. Et si on isole les révolutionnaires maliens, ils ne réussiront pas. Au contraire, il faut élargir le champ. Il faut notamment organiser la synergie avec la révolte qui commence en Côte d'Ivoire. Il y a un homme politique ivoirien qui l'a compris, c'est le président de Génération et Peuple Solidaire. Il a exprimé dès la semaine passée la solidarité et la synergie entre ce qui se passait en Côte d'Ivoire et ce qui se passe au Mali. La France, elle joue sa présence en Afrique. Le Mali, c'est le cœur aujourd'hui de la présence française militaire. La France a perdu la guerre du Sahel. Elle est en train de perdre la guerre de Libye parce qu'elle n'a plus l'appui américain. Les Américains sont alliés avec M. Erdogan, qui est aujourd'hui le cauchemar de la France en Libye et en Méditerranée. Les Français sont en train de perdre le soutien de beaucoup de chefs d'État. Regardez au mois de mai les critiques que le président Idriss Déby Itno a adressées à l'échec justement des Occidentaux dans la manipulation du G5 Sahel, dans son financement, dans les opérations de renseignement, etc.
Tout cela fait que la France est isolée. Si elle doit déguerpir du Mali, elle va perdre ses positions en Afrique. Et c'est à ce moment-là que Poutine, qui est un joueur d'échecs, eh bien, il a poussé son jeu d'échecs, il a poussé ses pions de Centrafrique jusqu'au Mali. Il l'avait déjà fait en 2019. Il avait signé des accords militaires du même type qu'avec l'armée centrafricaine et tout avait été saboté par Ibeka. Dans le passif d'Ibeka, il faut mettre le sabotage des accords avec la Russie. Visiblement, les choses se passent bien avec les militaires et je vous ai dit, je me suis exprimé plusieurs fois là-dessus. Il y a deux scénarios possibles actuellement. Et les Français ont déjà perdu. C'est pour ça qu'ils veulent liquider les militaires, revenir à un pouvoir civil. Si les militaires restent au pouvoir, quelle qu'en soit la forme, il y aura au minimum un scénario minimaliste à la centrafricaine. C'est-à-dire que à côté de la France va cohabiter la Russie et les militaires maliens, l'armée malienne, dans sa lutte contre le terrorisme, va bénéficier de l'aide et de l'efficacité russe. Ça, c'est le scénario minimaliste. Il y a maintenant un scénario maximaliste. C'est que nos camarades nationalistes maliens l'emportent, qui discutent positivement avec les militaires, qu'on sorte du jeu politique tous ces vieux généraux de la France-Afrique, qui sont des Maliens, et à ce moment-là, évidemment, les choses se passeront encore plus mal pour les Français. Mais tout cela, scénario minimaliste ou maximaliste, ça suppose que les militaires restent au pouvoir. Paris mène une course de vitesse actuellement pour empêcher tout ça. On essaye d'activer, par exemple, le Conseil constitutionnel malien pour que, vous savez qu'Ibeka, en signant sa démission, a dissous le Parlement. Les Français voudraient bien qu'on remette le Parlement en jeu, qu'on rétablisse certaines institutions de transition. Le but, il est simple, c'est court-circuiter les militaires et court-circuiter les nationalistes du mouvement M5 au profit des éléments france-africains de l'armée malienne et des éléments des politiciens france-africains qui sont en embuscade dans le M5. C'est ça la confrontation politique actuellement et il faut pas écouter l'histoire des Français. C'est pas un conflit civil-militaire. C'est ce que Paris voudrait, c'est ce qui n'est pas actuellement, bien entendu. On vous retrouve dans quelques instants. Est-ce que le départ de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta implique-t-il le départ de la France du Mali, ou du moins l'échec de la France au Mali? On va peut-être tenter de retrouver nos téléspectateurs au téléphone. Vous avez constaté le numéro de téléphone sont déjà affiché au bas de votre écran. Et tout de suite, on retrouve Delphin qui nous retrouve en direct depuis Bujumbura au Burundi. Delphin, bonsoir. Bonsoir, Victor Dimara. Je vous remercie, les équipes de la régie et toi de me prêter une fois de plus la parole. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. D'abord, je salue notre grand frère, M. Luc Michel, du côté de Bruxelles. Sentez-vous saluer. Comme d'habitude, vos analyses sont pertinentes. Que dire ce soir? Pour ma part, j'ai été assez agressé au niveau de mes oreilles par le bavardage de la ministre Madame Parly. La première remarque que je peux faire, c'est qu'en tant que Burundais, moi je me sens agressé parce que de tels propos, pour qui se prend cette dame pour donner son avis sur ce que font l'armée d'un pays étranger? Qui l'a élu là-bas à Bamako ou dans une autre province malienne? Si ce n'est se donner une fois de plus en spectacle, c'est d'un ridicule. Mais enfin, passons. Le plus important, c'est que j'ai deux choses à dire. La première, c'est que j'invite vraiment les Maliens en particulier, mais aussi tous les habitants, tous les frères et sœurs de la zone CFA, à désormais focaliser leur sens sur Afrique Média. À l'époque de nos pères, Lumumba, Sankara et d'autres, ils n'avaient pas un média aussi, j'allais dire, influent. Aujourd'hui, nous en avons un. Et si nous en prenons soin, nous viendrons immanquablement à bout de tous ces bavards-là de RFI, TV5 Monde et les nègres de maison à Jeune Afrique. La seconde, et je sortirai par là, je vais emprunter le propos d'un diplomate chinois qui, aux alentours de 2017, avait dit, il a été repris par un magazine français qui s'appelle Courrier International. Il a dit, grosso modo, je vais le paraphraser, il a dit
les activités de la CIA sur le sol chinois sont illégales, mais les activités de contre-espionnage des services chinois, quant à eux, sont légales. Donc, s'il faille que nous liquidions des militaires français venus se conduire en rebelles sur le territoire malien, en tout cas du côté de Burundi, il n'y aurait pas la moindre hésitation. J'attends de voir ce que feront mes frères et sœurs du Mali. Et donc, par là, je vous rends la parole et j'invite les Maliens à s'exprimer. Je transmets mon salut fraternel aux frères et sœurs du mouvement M5, notamment notre sœur Aminata Fofana. Bon début de semaine à tous, Afrique Média, le monde c'est nous. Et félicitations aussi pour la radio à venir, j'ai hâte. Merci à vous, Delphin, pour cette contribution ce soir. Hein. On reste au standard avec M. Ebalé qui nous retrouve depuis la ville de Douala au Cameroun. M. Ebalé, bonsoir. M. Ebalé, allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, madame. Bonsoir, Afrique Média. Je veux dire